Le sens-tu? C'est ton cœur qui palpite. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Cette vidéo est un peu spéciale. Les images qui vont suivre seront symboliques, un rapport avec une presse inexistante. La plupart des victimes dans ces 4 récits sont considérées comme des coupables. Le viol d'enfants, de la tolérance au scandale. La tolérance de la société comorienne vis-à-vis des viols d'enfants est insoutenable. Les jugements sont rares, dus au regard des gens. Que va-t-il advenir de nos enfants? Le regard méprisant des personnes à l'égard des victimes. Les Comores est un pays très conservateur. Place aux histoires. Mère d'une petite fille de 4 ans, qui aujourd'hui est entre la vie et la mort. Je suis au CHU de Fombouni, à Moélie. Ma petite fille était devant la maison, en train de jouer avec ses camarades. Une voix d'homme qui n'était ni celle de son père ni celle de ses oncles se fait entendre. Je me suis dit sur le coup, ça doit être un des voisins. Plus tard dans l'après-midi, j'appelais ma fille. Elle ne m'a pas répondu. Quand je suis sortie pour aller la chercher, en me disant que la petite vilaine ne voulait pas rentrer, elle n'était pas devant la porte. Je l'appela. Aucune réponse. J'avança dans le village pour atteindre ma petite princesse. Elle était à quelques mètres de la maison, sans vie, toute nue, avec des bonbons dans la main. À ce jour, ce monstre est toujours en liberté. Nos rues ne sont plus en sécurité. À Moélie, gardez vos enfants à la maison et ne les laissez jamais en surveillance. Pour cette petite fille, je n'ai pas su si elle s'était réveillée, mais prions pour elle qu'elle se soit réveillée. Place à la deuxième histoire. Le jour où mon fils a vu le jour, je me suis promis que je le protégerai toute ma vie. Cela est mon devoir de père. Mon histoire à moi est courte. Je suis père de famille proche de mes enfants. Ils sont toute ma vie. Au moment des faits, mon fils n'avait que 12 ans. Il a été victime d'injustice dans mon village, là où je suis née et que j'ai grandi et où j'ai construit. J'ai décidé de porter plainte car il le fallait pour protéger d'autres enfants. Les notables de mon village et les sages n'étaient pas d'accord. Quand les démarches ont commencé, que tout le village me prenait au sérieux, j'ai été banni. Ils ont osé me dire que je mettais le village dans l'embarras. Et mon petit garçon alors, les vieux sages avaient trouvé ça humiliant que je dépose plainte pour ce motif. Apparemment pour eux c'était normal. Normal que l'anis de mon fils soit recousu. Il y avait tellement de violence dans ce geste. C'était normal de le laisser en liberté? Un pervers sans scrupules, juste parce qu'il a demandé pardon, mais pardon à qui? Un enfant reste un enfant, peu importe l'âge ou l'handicap. Écoutez Amina, elle vous raconte. Mes parents étaient désemparés, ils ne savaient jamais comment m'aider, ils passaient leur temps à me faire des roquillas. Ils pensaient que le roquilla était le seul remède à mon problème. J'ai grandi avec mes agresseurs. C'était des jeunes du quartier. Nos parents étaient voisins. Mon rapport avec les agresseurs, c'était seulement des gars du quartier. Ils faisaient semblant d'aider ma mère pour avoir un peu de sous, semblant d'être avec moi. Il est vrai qu'ils me défendaient quand il y avait quelqu'un qui se moquait de moi. Et lorsque j'ai atteint une dizaine d'années, leur comportement change. Ils étaient plus vieux, donc ils avaient d'autres préoccupations. Leur principale préoccupation, c'était les filles. Moi, je ne changeais pas, je restais toujours la même. J'étais toujours assis au même endroit, sans me soucier du monde extérieur, car j'avais un retard mental. La plupart du temps, mes parents me ramenaient faire des doigts, des roquillas. Pour ma mère, j'étais possédée. Elle priait constamment pour moi. Assise seule, ils sont tous venus me voir. Bonjour Amina, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Viens à la plage.
C'était derrière la mosquée, la grande mosquée du vendredi. L'horreur s'abat sur moi. Un des 6 me plaqua au sol et me viola. Cela a duré une semaine, des fois au vieux port de Moroni, des fois dans une garçonnière. Et à chaque viol, il me photographiait pour me menacer avec. Si je parlais, il lui montrerait ses photos compromettantes et dire que je ne suis pas malade, que je faisais seulement semblant d'être malade pour coucher avec eux. Une semaine passant, je ne supportais plus que l'on me touche. Dès que ma mère me touchait, je me mettais à crier, à hurler de terreur et à pleurer. Ma mère, qui m'aimait d'un amour inégalable, s'inquiétait et s'approcha de moi et me dit: Ma jolie petite maman, dis-moi, me dit-elle, regarde-moi, est-ce que l'on t'a frappé? Je répondis oui. Ma jolie petite princesse, dis-moi, regarde-moi et montre-moi où on t'a frappé. Je leva ma robe et me mis à pleurer comme une furie. Elle me prit dans ses bras et me dit: Ma jolie petite fée, maman est là, ne t'inquiète pas. Puis me ramena à l'hôpital. On a vu un médecin. Il me regarda et confirma à ma mère ce que je disais était vrai. Elle restait forte devant moi, mais je savais qu'elle avait mal. Je savais qu'elle pleurait et qu'elle voulait m'aider. Elle prit le certificat médical pour aller porter plainte. Suite à cette plainte, un autre médecin pour la tête est venu et a essayé d'avoir une discussion avec moi. Et il a dit à ma mère: Votre fille n'est pas possédée, votre fille a un retard mental. Les policiers me ramena dans mon quartier et me dit de dénoncer ces personnes. À ce moment-là, ils passaient devant moi. Je les ai reconnus tout de suite et je l'ai dit à la police. La plupart étaient mineurs et d'autres majeurs. Les familles me regardaient avec haine, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je n'avais rien fait, j'étais simplement une victime de monstres. Il arrive que des fois, la peur pousse des parents à faire du mal à leur enfant. Voici la dernière histoire. Je n'avais que 6 ans. Il faut savoir que la plupart des violeurs font très souvent partie de l'entourage de la famille. C'était en 1990. Encore une fois, je n'avais que 6 ans. Dès que j'étais dehors avec mes sœurs, ils profitaient pour venir me chercher, m'acheter tout ce que je voulais, puis ils me traumatisaient mon corps pour son plaisir égoïste. Après chaque acte, ils me rappelaient que si je parlais, ma mère serait tuée, que si je parlais, il ferait subir les mêmes choses à mes sœurs. C'était tous les dimanches jusqu'à ma puberté. Quand j'ai eu mes règles, il avait disparu. J'avais tellement peur qu'il s'attaque à mes sœurs que j'en ai parlé à ma mère. Maman, j'ai un secret. Si je te le dis, tu seras tuée par tonton sans dents. Je l'appelais comme ça car il n'avait pas de dents. Pourquoi tonton va me tuer? Je répondis, c'est parce qu'il a touché là. Ma mère me regarda 5 minutes, sans comprendre vraiment ce que je disais. Puis elle a compris et resta sur le choc. Ma mère, choquée et triste, en parla à ses sœurs et frères qui décidèrent de faire une réunion. Ils me traitèrent de menteuse et dit à ma mère que si vraiment je disais la vérité, il fallait qu'on aille voir quelqu'un qui était possédé, quelqu'un qui avait un djinn et qui lui dirait si je mens ou pas. Pour eux, c'était la seule chose infaillible pour prouver mes mensonges. C'était d'aller voir une personne qui avait un majini. Lui prouverait que je mens. 3 semaines plus tard, dans un village reculé de tout, la maison était en paille et tout autour il y avait de la brousse. À peine arrivée, elle était devant la porte. Elle nous attendait. « Bonjour, nous dit-elle.
puis regarda ma tante et dit, le mauvais reste à la porte. Elle nous fit entrer, puis nous dit, ne vous inquiétez pas, ici personne ne vous jugera, au contraire, je suis là pour vous aider. Asseyez-vous et écoutez-moi. Puis regarda ma mère et dit, pourquoi ne crois-tu pas ta fille? Tu penses qu'à cet âge-là, elle aurait pu avoir tellement de détails à ce point-là? Tu penses que tes sœurs et frères réagiraient comme toi si leur fille avait été violée? Elle a juste besoin de toi, que tu la soutiennes. Et puis elle me regarda et dit, j'ai confiance en toi. Bats-toi pour toi et ce que tu crois. Ma mère entama toutes les démarches. J'étais détestée dans la famille parce que je les humiliais, cette fameuse famille qui était prête à me sacrifier pour redorer leur blason. Pensez-vous sincèrement que chaque victime passe à autre chose? Non, elles vivent avec, la plupart dans le mensonge, pour faire plaisir à la famille. Même avec des années de traitement, on ne guérit pas de cela. Cela n'est pas une maladie. On apprend à survivre. Il y en a même qui, pour elles, les relations intimes deviennent un calvaire. La plupart se marient car c'est dans la religion, mais vivent dans un mariage douloureux. Le plus éprouvant, c'est que personne écoute et que personne ne veut entendre. Tout le monde a son lot de problèmes. Et ces personnes-là s'étouffent et suffoquent, mais restent dans la douleur et le silence pour arranger tout le monde. Mettez en commentaire vos impressions, abonnez-vous et likez.